Imaginez un médicament. Il existe depuis 1953. Il coûte 13,50$ la pilule. Rien de sexy, rien de rentable. Juste un traitement banal contre une infection parasitaire qui touche surtout les malades du sida, les patients sous chimio, les gens dont le système immunitaire est déjà à terre. Un jour de 2015, un type de 32 ans rachète les droits de ce médicament. Le lendemain matin, le prix passe de 13,50$ la pilule à 750$. Une augmentation de plus de 5000%, en un claquement de doigts. Un traitement annuel qui coûtait aux alentours de 1000$ pouvait désormais atteindre les 600 000$ pour certains patients. L'homme derrière ça, il va s'en vanter sur Twitter. Il va traiter ses détracteurs de morons. Et il va devenir en l'espace de quelques semaines l'homme le plus détesté des États-Unis. Son nom, Martin Shkreli. Son surnom, Pharma Bro. Martin Shkreli naît en 1983 dans le Queens, à New York. De parents immigrés, albanais et croates, employés comme concierge, rien d'un enfant de la haute finance. Mais Shkreli est précoce, brillant et surtout obsédé très tôt par un seul terrain de jeu, Wall Street. Adolescent, il décroche un stage chez Cramer, Berkowitz, les fonds spéculatifs du célèbre Jim Cramer. Il n'a même pas fini le lycée, qu'il traîne déjà dans les couloirs de la finance new-yorkaise. Il enchaîne les études en accéléré et à peine sorti de l'adolescence, il se lance déjà dans la gestion d'actifs. Ce qui frappe chez Shkreli, dès le départ, c'est le mélange improbable entre une intelligence réelle, il comprend la biotech et la finance mieux que la plupart des gens, 2 fois plus âgés que lui même, et une arrogance presque théâtrale. Il n'a peur de rien. Il provoque, il méprise ouvertement ceux qu'il juge moins intelligents. Sur les forums financiers où il traîne, il se fait déjà une réputation de prédateur commercial doublé d'un troll numérique. En 2006, à 23 ans, il fonde son premier fonds spéculatif, MSMB Capital Management. MSMB pour Martin Shkreli et son associé Marek Biedtek. L'ambition est énorme, les moyens, beaucoup moins. Et c'est là que la mécanique de l'arnaque commence à se mettre en place, bien avant que le grand public n'entende jamais parler de lui. La stratégie de Shkreli chez MSMB Capital, c'est de parier contre des actions biotech, le short selling, en misant que le cours de certaines entreprises pharmaceutiques allait s'effondrer, notamment après des résultats d'essais cliniques. Le problème, c'est qu'il se plante, lourdement. En 2007, il perd la quasi-totalité des fonds de ses investisseurs sur un pari raté contre l'entreprise Orexigène. Sa banque, Merrill Lynch, exige le remboursement immédiat de la position. Shkreli n'a pas l'argent. MSMB Capital est, en réalité, ruiné. Mais au lieu de fermer boutique et d'avouer l'échec, Shkreli fait un choix qui va définir toute la suite de sa carrière. Il ment. Il continue d'envoyer à ses investisseurs des relevés de comptes falsifiés, affichant des rendements de plusieurs dizaines de pourcents, alors que le fonds en réalité est vide. C'est le début d'un mécanisme classique. Pour rembourser les pertes cachées, il faut attirer de nouveaux investisseurs. Pour attirer de nouveaux investisseurs, il faut mentir sur les performances. Et pour continuer à mentir, il faut sans cesse plus d'argent frais. Un système de Ponzi est né, presque par accident, dans les bureaux d'un jeune trader qui refusait d'admettre sa défaite. En 2010, Shkreli ferme MSMB Capital et ouvre presque aussitôt un second fonds, MSMB Healthcare, en recrutant de nouveaux investisseurs, sans jamais leur dire que le premier fonds s'était effondré, bien évidemment. Certains de ces nouveaux investisseurs sont en réalité les mêmes que ceux du premier fonds, à qui il a fait croire que leur argent a simplement été transféré avec ses gains. En 2011, Shkreli change de stratégie. Il fonde Retrofin, une entreprise pharmaceutique spécialisée dans les maladies rares, un secteur où les marges peuvent être colossales, car il n'y a souvent aucun concurrent, aucune alternative et des patients prêts à tout payer pour survivre. C'est ici que le vrai génie toxique de Shkreli se révèle. Retrofin devient l'outil parfait pour rembourser en douce les dettes de ses anciens fonds. Selon l'accusation,
Shkreli utilise les actions et la trésorerie de Retrofin, une société cotée en bourse, donc avec des obligations légales et strictes envers ses actionnaires, pour dédommager en secret les investisseurs floués de MSMB Capital et MSMB Healthcare. Des accords de règlement fictifs, des faux contrats de consulting, tout un habillage juridique destiné à faire disparaître plus de 10 millions de dollars des radars. Pendant ce temps, il commence aussi à tester sa stratégie signature sur un premier médicament, le Thiola. Un traitement contre une maladie rénale rare, il en rachète les droits et augmente le prix de 2000%. Une génération avant Daraprim, c'est le brouillon de ce qui va suivre. Mais en 2014, le conseil d'administration de Retrofin commence à se poser des questions sur ces flux d'argent étranges. Shkreli est évincé de sa propre entreprise. Retrofin porte plainte contre lui pour plus de 65 millions de dollars, l'accusant d'avoir utilisé la société comme une caisse noire personnelle. Officiellement lâché par son propre bébé, Shkreli ne perd pas de temps, il rebondit immédiatement en fondant une nouvelle entreprise. Elle s'appelle Turing Pharmaceuticals. En août 2015, Turing rachète les droits exclusifs du Daraprim, ce vieux médicament antiparasitaire de 1953. Le calcul est cynique et d'une simplicité redoutable. Le Daraprim n'a aucune générique disponible aux États-Unis. Il traite une infection rare, la toxoplasmose, mais potentiellement mortelle pour les patients immunodéprimés. Et il n'existe littéralement aucune alternative aussi efficace. Autrement dit, une demande captive, sans concurrence, sans limite. Le jour même du rachat, le prix explose. De 13,50$ la pilule, elle passe à 750$. Pour certains patients, le coût de traitement annuel grimpe jusqu'à 634 000$. Face aux caméras, Shkreli ne recule pas. Il double la mise. Interrogé sur CBS News, il affirme que le prix précédent rendait le médicament non rentable et que 750$, ce n'est pas excessif du tout. Il se décrit lui-même comme un capitaliste assumé, cherchant à construire une grande entreprise pharmaceutique prospère. Sur Twitter, il enchaîne les provocations, se compare à un Robin des Bois du médicament, sauf qu'ici, l'argent pris aux riches et aux pauvres part directement dans sa poche. La riposte est immédiate et massive, le monde médical s'indigne. La candidate à la présidentielle Hillary Clinton dénonce publiquement ce price gouging sur Twitter, provoquant une chute de valeur boursière du secteur biotech. Shkreli devient en quelques jours le visage de la cupidité pharmaceutique aux yeux du monde entier. Un titre qui va lui coller à la peau pour toujours, PharmaBro. Plus glaçant, légalement à ce stade, il n'a rien fait d'illégal. Augmenter le prix d'un médicament, aussi immoral que ce soit, n'est pas un crime aux États-Unis. Ironie absolue de cette histoire, ce n'est pas le scandale du Daraprim, celui qui l'a rendu célèbre dans le monde entier qui va le faire tomber, c'est ce qu'il avait fait des années plus tôt, dans l'ombre, chez MSMB et Retrofin. Alors que Shkreli savoure, ou du moins affiche son statut de vilain préféré de l'Amérique, le FBI, la SEC, le gendarme boursier américain, et la FINRA remontent depuis des mois le fil de ses anciens fonds spéculatifs. Le scandale médiatique du Daraprim braque justement les projecteurs sur lui au pire moment possible. Le 17 décembre 2015, à peine 3 mois après la tempête du Daraprim, Martin Shkreli est arrêté à son domicile par le FBI. Les caméras sont là pour filmer la scène, menottes, costumes, sortie de son appartement de Manhattan. L'accusation est sans appel. Fraude en valeurs mobilières à travers ses hedge funds MSMB Capital et MSMB Healthcare, et manipulation du cours de l'action Retrofin en complicité avec son ancien avocat, Evan Gribble. Ce que les enquêteurs découvrent, c'est un système méthodique, de faux relevés de performance envoyés à des investisseurs qui pensaient toucher des rendements de plusieurs dizaines de pourcents, alors que l'argent avait déjà disparu. Des transferts déguisés en règlements à l'amiable ou contrats de consulting pour rembourser en douce les pertes des uns avec l'argent d'une société cotée en bourse. Et des millions de dollars détournés de Retrofin sans que ses actionnaires légitimes n'en sachent rien. Shkreli plaide non coupable. Il continue, en toute impunité apparente, à provoquer sur les réseaux. Il ira jusqu'à offrir une prime pour une mèche de cheveux de Hillary Clinton, ce qui lui vaudra, un temps, une révocation de sa liberté sous caution. Le personnage devient un mème vivant, mais derrière l'écran,
l'accusation prépare un dossier en béton. Le procès s'ouvre en juin 2017 à Brooklyn. 6 semaines d'audience. L'accusation déroule, preuve après preuve, la mécanique du système de Ponzi déguisé. Les faux documents, les investisseurs trompés, l'argent de Rétrofin siphonné pour éponger les dettes personnelles de Shkreli. Sa défense tente un pari étonnant. Plaider que malgré les mensonges, personne n'a en réalité perdu d'argent. Puisqu'au final, tous les investisseurs ont été remboursés, certains avec un bénéfice, un argument osé, presque provocateur, digne du personnage. Le 4 août 2017, le verdict tombe. Martin Shkreli est reconnu coupable sur 3 chefs d'accusation, 2 pour fraude en valeurs mobilières, 1 pour association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude. Il est en revanche acquitté sur 5 autres chefs. À la sortie du tribunal, fidèle à lui-même, il sourit face aux caméras et minimise, appelant ça une victime, au sens où il claim pour s'en sortir presque indemne. Le vrai choc arrive en mars 2018, lors du prononcé de la peine. La juge Kyo Matsumoto le condamne à 7 ans de prison, 3 ans de mise à l'épreuve à sa sortie, 75 000 $ d'amende et surtout un jugement de confiscation d'environ 7,3 millions de $. Pour rembourser cette somme, la justice américaine saisit une partie de ses actifs les plus spectaculaires, un tableau de Picasso et l'objet le plus insolite de toute cette histoire, l'unique exemplaire au monde de l'album Wu-Tang Clan, Once Upon a Time in Shaolin, que Shkreli avait acheté en 2015 pour la somme délirante de 2 millions de $, en plein scandale d'Araprime, histoire de bien montrer au monde qu'il se moquait de l'opinion publique. Petit détail savoureux pour la fin de cet acte, quelques années plus tard, en 2021, le gouvernement américain revendra cet album pour environ 4 millions de $ à un collectif d'investisseurs crypto. Même en prison, Shkreli continue de générer des histoires abracadabrantes autour de lui. Martin Shkreli purgera environ 4 ans de sa peine, sur 7, dans un centre de détention à sécurité minimale en Pennsylvanie, avant d'être libéré vers un centre de transition en mai 2022. Il écope en parallèle d'une interdiction à vie d'exercer une fonction de dirigeant dans une société cotée en bourse. Et, dans une procédure civile séparée, liée au scandale du Daraprime, il est condamné à payer 64,6 millions de $ supplémentaires pour restitution aux victimes de la hausse de prix. Depuis sa sortie, l'histoire ne s'arrête pas vraiment. Il continue de faire parler de lui, provocations sur les réseaux, nouvelles polémiques autour de cet album Wu-Tang Clan qu'il n'a, semble-t-il, jamais totalement lâché, malgré sa confiscation, ce qui lui vaut encore aujourd'hui de nouvelles poursuites judiciaires. Alors, quelle est la vraie leçon de l'histoire de Martin Shkreli ? C'est peut-être ça, le twist final, le scandale qui l'a rendu tristement célèbre dans le monde entier. La hausse de 5000% du prix d'un médicament vital n'était même pas illégale, c'était une faille béante du système de santé américain qu'il a exploité à ciel ouvert, sans aucune honte. Ce qu'il a envoyé en prison en revanche, c'est un mensonge beaucoup plus classique, beaucoup plus ancien, le mensonge d'un trader de 24 ans qui refusait d'admettre qu'il avait perdu l'argent des autres. Martin Shkreli n'est pas allé en prison pour avoir été cupide aux yeux du monde entier, il est allé en prison pour avoir menti dans l'ombre, bien avant que personne ne le regarde. Merci encore d'avoir suivi la vidéo. Pensez à vous abonner, mettre un petit like et n'hésitez pas à donner vos retours en commentaire. Allez, à bientôt pour une nouvelle enquête.